Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, on est lundi 17 juin, 9h, et je voudrais me lancer dans une petite semaine à 1000. Voilà, j'avais envie de me challenger un petit peu. Au début, je me suis dit que j'allais faire une semaine à 1000 pour finir tous mes livres en cours. Je me lève ce matin, et rien de ce que j'ai commencé ne me fait envie. J'avoue, j'ai vraiment du mal à retourner dedans. Ça n'accroche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça n'accroche pas? Je retire mes marque-pages et je dégaine d'autres trucs complètement différents. Apparemment, j'ai rage quitte mes livres. Bref, semaine de challenge, petit vlog pour l'occasion, et là j'avais envie de vlogger un truc qui me fait vraiment envie. It's time! Prison Healer, tome 1, le tome 2 et le tome 3. Bienvenue dans le vlog Prison Healer. Alors, qui va dans une espèce de prison enfermée avec une reine rebelle. Elle va devoir subir des épreuves, je pense, pour rester en vie. Du moins, j'ai l'impression que c'est ça. Et en gros, sa famille est censée arriver pour venir la sauver. C'est tout ce que je sais. Je vais aller lire tout de suite. Et on dit quoi allez, quand j'ai fait à peu près 20%, je pensais pas mal. Je vais descendre me faire un café. Vous vous rendez compte quand même? Je me suis levée. Je suis même pas allée prendre mon café du matin. Je me suis un peu habillée. Bon, j'ai chopé un vieux t-shirt, coiffée et maquillée avant mon café du matin. Pour vous, si ça c'est pas une preuve d'amour. Allez, je vais chercher le divin café. On est jeudi 20 juin, dernier jour de rush pour Prison Healer. Il me reste un peu moins de 30% à lire, il me semble. J'ai pas réussi à finir dans la nuit, même si je vous avoue que c'était très très dur de poser le livre. J'aime beaucoup, voilà, c'est ce que je vais dire pour l'instant et je vais retourner lire. Je viens de lire la fin de l'épreuve. On pouvait le voir revenir, mais j'aime bien. J'aime bien ce qui s'est passé, j'aime bien le dénouement un peu de cette épreuve, j'aime bien la direction que ça prend. Je m'attendais à ça et en même temps pas à ça. En fait, c'était prévisible qu'à un moment donné, la magie entre en jeu, mais on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Je suis assez surprise de ce côté-là. Je m'attendais à de la magie, et j'en ai eu, mais voilà, c'était très surprenant. Maintenant, c'est compliqué, hein. La fin du chapitre 28, ça devient compliqué parce que Kiva, elle est un peu dans la sauce, quoi. Franchement, il reste pas beaucoup, je vois pas comment ça peut bien finir. Après, il y a 3 tomes, hein, mais là, je vois pas comment ça finit bien. On va voir. Il y a un passage aussi dont je voudrais parler un peu plus tôt dans le livre. Kiva nous parle d'une chose qu'elle fait quand elle traite les patients, de quelque chose qu'elle s'inflige. Et je trouve ça important d'en parler parce que c'est quand même un livre qui est destiné à un public jeune adulte. Il y a des choses qui sont sous-entendues, des abus que peuvent faire les gardes vis-à-vis des jeunes filles. Il y a quand même des histoires de drogue et compagnie. Vous avez vu, j'ai fait des parenthèses comme une... comme une vieille personne. En fait, elle s'inflige de la souffrance
parce que donc elle est obligée de marquer les prisonniers qu'elle reçoit. En tant que guérisseuse, c'est la règle. Elle a beaucoup de mal à vivre ça. Elle va trouver des moyens d'extérioriser sa peine et de compenser le fait d'infliger de la douleur aux autres. Je trouve que c'est très bien écrit dans le livre, c'est très bien expliqué. Aussi, elle explique son ressenti, elle explique ce qui se passe dans sa tête. Et je trouve que c'est des sujets très importants, surtout quand on est dans une période où le harcèlement scolaire n'a jamais été aussi présent. Les jeunes adolescents, les jeunes adultes n'ont jamais été aussi vulnérables concernant la santé mentale, concernant la dépression, toutes ces choses-là. Donc j'ai été contente de voir que c'était mentionné dans le livre qu'un personnage aussi fort émotionnellement que Kiva avait cette faiblesse-là et l'expliquait très très bien, expliquait comment elle s'en était sortie. Oh, c'est le moment des révélations. On vient au moment des révélations là. Et j'avoue, j'aime beaucoup ce que je lis. On a des révélations sur un personnage qu'on voit au tout début là. Et je les trouve vraiment cool. Quand j'ai fait mes petites théories dans ma tête, là, mes hypothèses, ça en faisait partie. Donc ça me gêne pas trop que j'ai deviné en partie, hein, enfin, fallait s'y attendre. Souvent, les young adultes sont un peu prévisibles, mais ça n'empêche pas que la lecture en reste très agréable. Mais je suis contente de ce que je vois. J'aime bien. Ah non, mais par contre, c'est le bordel. Je viens de comprendre en fait ce que la révélation sur ce personnage impliquait. Implique en fait c'est un ennemi. Ah c'est chiant. C'est chiant ça. Bon, je vous reprends là, il est 12h30 et mission accomplie, j'ai fini Prison Healer. J'ai kiffé la fin. C'est un truc de ouf. La fin est vraiment trop bien. Alors, je suis désolée, hein, je vous tiens comme une schlaille parce que je suis méga bien installée. Mais en gros, la fin est beaucoup trop cool. En fait, la révélation finale, là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Kiva cache très très bien son jeu. Je vais m'installer pour vous faire un vrai retour. Alors du coup, je vais vous donner mon avis très rapide sur le premier tome de Prison Healer, parce que je pense qu'à la fin du vlog, je ferai une espèce de petit récap des 3 tomes. Je suis désolée, je suis déconcentrée par un petit chat qui essaie absolument de venir à l'écran. Alors, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Il est hyper addictif. Je trouve que c'est un exploit d'avoir réussi à mettre autant de rythme dans un huis clos. Souvent, le huis clos, en fait, il fait un peu peur parce que on se dit que ça va être répétitif, que les jours vont se ressembler. C'est pas du tout le cas. Alors effectivement, il y a des répétitions que j'ai remarquées, des pensées de Kiva qui reviennent souvent. Il y a même des phrases où j'ai eu l'impression que parfois c'était les mêmes qui étaient copiées-collées. Mais il y avait vraiment de l'action, de la tension. Franchement, c'est un excellent young adulte. Il est vraiment très très bien. Les scènes d'action sont vraiment prenantes. J'avais dit que la première épreuve était fort peu spectaculaire, les 3 autres sont vraiment très très bien. On a des relations qui sont vraiment très très chouettes. Les personnages qui sont introduits sont extrêmement intéressants. J'ai eu très très peur pour eux tout le long du livre. Lynette Noni nous tient vraiment en haleine quant au fait de savoir s'ils vont s'en sortir ou pas. Et je plaisante pas, hein, c'est vraiment... on se demande vraiment s'ils vont réussir à survivre. Les plot twists de fin... J'en avais fait des théories, hein. Franchement j'en avais fait plein, mais il y en a une que j'avais pas vu venir et pourtant c'est évident. Je suppose que beaucoup de gens vont deviner, mais moi je l'avais pas vu venir. Ouais, je me dis que ça va être la merde. Vous avez juste envie que les gens soient heureux, sauf que dans les dernières lignes, je crois que d'ailleurs c'est les dernières lignes du chapitre. Ouais c'est ça, je mets de très très loin, mais là c'est les remerciements et là c'est les dernières lignes du chapitre. Donc dans ce moment-là, l'autrice a dit « Eh ben non, j'ai décidé que non, vous ne serez pas heureux, vous allez avoir des problèmes. » Donc je n'ai qu'une hâte, c'est d'attraper le tome 2. Je me tâte vraiment à lire le résumé du tome 2 pour essayer d'avoir des indices sur ce qui va se passer et en même temps je me dis que c'est dommage quoi. Oh là là, comment c'était bien. Oh, ouais c'est un vrai coup de cœur le premier tome, hein. Franchement...
13h et j'ai chopé le tome 2 de Prison Healer, donc de Gilded Cage. Et j'avoue que j'ai regardé donc le résumé qui est ici. Il me vend du rêve parce que effectivement je pense que une relation entre l'héroïne et un autre personnage va vraiment poser problème. Je vois, c'est cette relation où nous, tu ne peux pas jouer sur les deux tableaux. Je m'attends à du gros dilemme moral, relationnel, émotionnel. Je m'attends peut-être à de la trahison. Et je vous dis ce qu'il en est. Je vais manger un morceau avant parce que je pète la dalle. Petit repas et ensuite lecture. Vendredi 21 juin. Bonjour. Bonjour. On est vendredi 21 juin. Le vlog Prison Healer continue. Je suis soufflée. En fait, je viens de filmer. Du coup, je suis essoufflée de parler en fait. C'est terrible. Je suis au tome 2 donc, de Prison Healer, The Gilded Cage, la prison dorée. J'ai lu à peu près 100 pages et j'aime beaucoup. Encore une fois, ça y est, ça continue, c'est vraiment bien. Ça fait bizarre d'enchaîner une trilogie comme ça. Ça m'arrive pas souvent donc ça fait bizarre, mais c'est plutôt cool. Alors, je suis plutôt contente de la tournure que ça prend. Il y avait cette petite romance, cette petite relation qui se dessinait dans le premier tome, qui était plutôt chouette. C'est ça qui me faisait peur dans le tome 1. Était de voir comment les relations entre les personnages allaient pouvoir évoluer proprement, parce qu'en fait, c'est mal barré. Là-dedans, oh, je suis déjà énervée au bout de 100 pages en fait, parce que on vient de rencontrer de nouveaux personnages. Oh, ils sont chiants. En fait, ils sont sans cœur et ça m'agace. J'aime trop Kiva et j'ai envie qu'on soit gentil avec elle. Et les gens qui sont pas gentils, bah... voilà, j'ai envie de les taper. Il y a des petites intrigues qui commencent à se dessiner. Ça va être sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va devenir. En vrai, au bout de 100 pages, je peux rien vous dire, donc je vais retourner lire tout de suite. Nous sommes mardi 25 juin et la semaine à 1000 que je m'étais fixée donc de lundi dernier jusqu'à dimanche est terminée. C'est une victoire. Je vous ai laissé, il me semble, j'étais à la moitié de Gilded Cage que j'ai terminé donc tard dans la nuit dimanche. Une fin assez difficile dans le sens émotionnel. Une fin vraiment qui vous laisse un sentiment d'injustice, de vide, d'échec, oui, ça c'est terrible. C'est tellement bien qu'il faut absolument lire le 3, ça c'est sûr. Ce côté vraiment, la fin me donne envie d'aller vers la suite. On l'a surtout avec le 2, c'est-à-dire que le 1 se termine. On comprend voilà, qu'on a terminé un épisode. Si on reprend le 2 un petit peu plus tard, c'est pas trop grave. On n'est pas lâché en haleine, on se dit « Ah, j'ai besoin vite de la suite ». Avec celui-là, si ça le fait beaucoup plus quand on termine ça, vraiment ce sentiment d'échec et de vide qui vous impose presque de lire le tome 3. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour continuer ce vlog là. Pour vous résumer un petit peu ce que j'ai pensé déjà du tome 2, je ferai un bilan à la fin je pense de ce que j'ai pensé des 3 tomes. Il faudrait que je prenne des notes parce que j'ai peur d'oublier des trucs. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que je l'ai préféré au premier. Oui, je l'ai préféré au premier. Le premier était vraiment bien, mais alors celui-ci, les nouveaux personnages qui sont introduits et les dilemmes moraux et émotionnels qui sont introduits sont vraiment très chouettes aussi. Et j'aime beaucoup. Ouais, c'est un vrai bon young adult. Je pense que j'ai dû le dire 1000 fois dans cette vidéo, on verra au montage, mais à mon avis je l'ai dit 1000 fois. Et surtout, on sent une Kiva qui est perdue quoi. Et à sa place, je pense qu'on le saurait tous. Elle a vraiment le cœur coupé en deux et d'un côté ses sentiments, de l'autre côté sa loyauté, c'est difficile et en même temps la loyauté est un petit peu aussi du côté des sentiments parce qu'il y a eu ce moment partagé avec des personnages dans le 1 sur lesquels elle ne peut pas revenir et c'est compliqué de faire un choix quand les sentiments sont là, que ce soit des sentiments amoureux, amicaux, maternels, voilà, et tout type de sentiments. C'est-à-dire que c'est une romantaisie, mais c'est vraiment une fantaisie pour jeunes adultes avec un petit peu de romance, un tout petit peu. Celui-là, excellent. Je m'en vais tout de suite dégommer le tome 3. On est sur 500 pages. Lucie organise cette semaine une semaine à 1000 ou alors un défi 7 jours 7 livres. Apparemment, elle fait souvent ça les fins de mois. Je vais voir. J'ai réussi
à lire un livre complet lundi. Je vous parlerai bientôt, voilà. Donc ça pourrait être bien de réussir à lire ça aujourd'hui. J'y crois fort peu, mais on va essayer. Voilà, je vous dis ce qu'il en est plus tard. On est jeudi 27 juin et je viens pour clôturer ce vlog. Alors je sais que j'ai pas beaucoup vlogué la lecture du dernier tome de cette trilogie, donc la lecture de Blood Traitor. Mais en fait c'est que j'étais tellement dans ma lecture et j'étais tellement happée par le livre que j'ai pas pensé à filmer. Voilà. C'était une fin de trilogie vraiment très très intense. Pour clôturer ce vlog, je pense que je vais diviser en plusieurs parties, il y a plusieurs choses dont j'aimerais parler. Je vais commencer par vous faire un avis général définitif sur chaque volume. Ensuite je pense que je vais vous parler de la trilogie en général, de ses points forts, de ses points faibles. Et enfin, j'aimerais parler de l'expérience de lecture, d'enchaîner comme ça une saga en quelques jours du coup. Je vais revenir rapidement sur le premier et le deuxième tome parce que du coup c'est ceux que j'ai le plus vlogué et je vous en ai déjà parlé. Je vais essayer d'éviter au maximum les répétitions mais on va y aller quand même. Alors le premier volume, j'ai bien aimé l'annonce au départ, ce côté huis clos, cette ambiance un peu prison et surtout j'ai bien aimé l'idée que Kiva soit une guérisseuse. J'aime bien tout ce qui touche voilà, aux plantes, les apothicaires, les choses comme ça, les médicaments. Je trouve ça vraiment toujours intéressant dans les fantaisies. Là, je trouve que le côté guérisseur va très très bien avec la personnalité de notre personnage tout au long de la saga. En fait, Kiva va rester accrochée à ses principes et au fait d'être définie par son statut de guérisseuse. Elle est là pour faire le bien, elle n'est pas là pour blesser les gens. Peu importe en fait que ce soit des ennemis, des alliés, des rebelles, peu importe, Kiva va rester accrochée vraiment à cette idée de je guéris toutes les personnes qui se présentent à mon infirmerie dans la prison. En fait, ça va lui servir parce que non seulement elle va guérir des prisonniers, donc en fait ils vont la laisser un peu tranquille, etc. Il faut savoir que Kiva n'est pas trop aimée dans la prison parce qu'en fait elle a des petits passe-droits. Étant guérisseuse, elle a un des travails les moins prenants, les moins difficiles de la prison. Il y a des prisonniers qui meurent dans les tunnels, etc. Il y a des boulots qui sont vraiment très très difficiles. Kiva, elle est un peu plus en sécurité, elle peut dormir à l'infirmerie, les gardes la laissent tranquille parce qu'ils savent très bien qu'elle est la seule personne à pouvoir les soigner aussi, donc forcément il y a des abus qu'elle ne subit pas. Donc certains prisonniers la détestent pour ça. D'ailleurs elle a des surnoms absolument horribles donnés par d'autres prisonniers. N'importe qui elle reçoit, même si elle reçoit des prisonniers qui l'insultent, des prisonniers qui sont d'accord avec elle, ou alors des gardes, etc. qui sont ses ennemis, elle va quand même les soigner à part égale. Ça, j'ai trouvé ça très très bien, parce que c'est une vraie héroïne avec de l'empathie, et qui n'est pas genre juste une chiffre molle, elle est juste dévouée à son devoir de guérisseuse, à ses principes, et au fait de devoir survivre dans la prison. Kiva, c'est pas une héroïne badass, c'est-à-dire qu'elle est même plutôt faible, plutôt fragile, elle sait pas se battre, elle sait pas se défendre, elle a pas de répartie, enfin tout ça est calculé, elle veut juste s'en sortir et je trouve ça bien de pas avoir une héroïne badass du jour au lendemain qui sait tout faire. Au contraire, elle se questionne, elle a été blessée, elle essaie de survivre comme elle peut. Bref, ça c'est plutôt cool. Le tome 1 se passe dans la prison et va graviter autour de la réussite ou non de Kiva aux 4 épreuves en rapport avec les 4 éléments. Donc il y a une épreuve en rapport avec l'air, la terre, le feu et l'eau et son objectif du coup c'est de survivre à ces 4 épreuves. De toute façon, si elle rate, elle meurt. Et surtout, comme elle s'est portée garante pour cette reine rebelle afin de la garder en vie, parce que la reine rebelle est malade et ne peut pas faire les épreuves du supplice auxquelles elle est condamnée, qu'elle est liée à elle en se portant garante pour elle, si Kiva meurt pendant une des épreuves, la reine rebelle sera tuée aussi. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. On sait que la magie va apparaître à un moment donné. On sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop par qui, et je trouve que ces éléments-là ont été bien amenés, c'est-à-dire que c'est prévisible, certes, mais ça n'engage pas la lecture, c'est quand même plutôt bien fait. Et ça reste assez agréable à la lecture. À aucun moment moi j'ai soufflé, je m'en doutais, c'est nul, je le savais, etc. On s'en doute un petit peu et quand il y a des révélations dans ce tome là on se dit je l'avais un peu vu venir quand même. Mais c'est pas grave, ça fait sourire et on passe quand même un très bon moment. Les révélations finales de ce tome, je les ai trouvées très intéressantes. Je trouve qu'elles apportent vraiment une nouvelle dimension à l'histoire et surtout une nouvelle dimension au personnage de Kiva. On la découvre fragile, en fait on se rend compte que Kiva est une vilaine petite menteuse, qu'elle est très très forte pour cacher son jeu, cacher des secrets,
pour les garder. Oui, ça promet dans le tome 2 en tout cas beaucoup d'embrouilles parce que il s'avère que les personnes avec qui elle a pu se lier d'amitié ou d'affection dans le premier tome peuvent à tout moment devenir des dangers pour elle. Il y a un vrai truc où on se dit à la fin du premier, purée mais comment ils vont s'en sortir dans le tome 2? Comment ils vont faire? Ça va être une catastrophe. C'est sûr que ça va être une catastrophe. Et effectivement, quand on arrive au tome 2, c'est une catastrophe. Je pense pas spoil grand chose en disant que généralement en fantasy, quand il y a des rebelles, quand il y a des traîtres à la couronne, des trucs comme ça, le personnage principal est souvent tiraillé entre son cœur et sa raison. Et ben là, c'est exactement ça qu'on a. Si vous aimez les conflits d'intérêts, les problèmes de loyauté, si vous aimez avoir un personnage justement tiraillé entre des dilemmes moraux et sentimentaux extrêmement importants, c'est tout ce qu'on a là-dedans. Des dilemmes et des choix qui sont extrêmement douloureux à faire. Ça m'a fait un petit peu peur au début parce que la romance est un petit peu plus présente. Je me suis dit, bon, nous ce qu'on aime, nous les lecteurs et lectrices, ce qu'on aime généralement dans les romances, c'est ce moment où les personnages se rapprochent, c'est ces tensions, c'est un petit peu ces jeux, les instant love, personne n'aime ça en fait. Je me suis dit, bon, maintenant que c'est accompli, c'est un peu chiant quoi. Et en même temps, bah non, parce que c'est le bordel. La romance Green Flag, très mignonne. C'est vraiment des choses qu'on peut lire sans avoir peur de faire véhiculer un mauvais message à une personnage principale qui est traumatisée. Vraiment, elle a passé 10 ans enfermée dans une prison. Elle a passé 10 ans à vivre sous la peur, la terreur de ne jamais survivre. Donc forcément, ça laisse des marques indélébiles sur une personne. Et on se retrouve avec des personnages secondaires ou des love interests qui comprennent ça et qui la font passer en premier et qui ont un vrai objectif de créer une safe zone pour Kiva et pour ses proches. Même si dans mes stories Instagram, j'ai pas arrêté de kiffer cette romance, elle ne prend pas du tout le pas sur l'histoire. En fait, c'est pas tant la romance qui est intéressante, c'est le questionnement de la confiance que l'on peut accorder à quelqu'un et de à quel point on peut s'ouvrir à quelqu'un et lui confier des secrets. Moi, ce que j'ai adoré là-dedans, c'est qu'un personnage secondaire a l'air presque plus important pour notre héroïne que son love interest. Elle a une confiance en ce personnage absolument sans borne. Et du coup, je trouve que c'est beau de voir ça, de voir qu'il n'y a pas que l'amour, que l'amitié et la loyauté comme ça entre amis peut exister et surtout que parfois c'est plus fort que tout en fait. Elle a des interactions avec un personnage qui pourrait ressembler à des interactions amoureuses et en fait non, c'est juste presque un amour fraternel, c'est super intéressant. Le personnage secondaire qu'on nous présente là-dedans, de toute façon, est devenu clairement un de mes personnages préférés. Et j'ai ressenti beaucoup d'émotions pour lui. J'ai vraiment adoré ce personnage-là. La relation qu'elle entretient avec ce personnage-là, donc qui est développée dans le 2 et dans le 3, montre bien que l'amitié est de s'entourer de personnes saines et de personnes compréhensives et qui nous acceptent tels que l'on est, avec nos qualités, nos défauts, avec notre passé, notre nom de famille, etc. C'est extrêmement important, que ce soit dans les livres, dans le quotidien. C'est un conseil que l'on peut donner à tout le monde. Entourez-vous de personnes saines, entourez-vous de personnes qui vous aiment, mais pas qui vous aiment quand tout va bien, qui vous aiment tout le temps, quand vous êtes en galère, quand ça va pas, quand vous avez peur, quand vous doutez, quand vous faites n'importe quoi. Entourez-vous de personnes qui sont capables de vous pardonner vos conneries. Parce que qu'est-ce que ça fait du bien de faire un faux pas et de voir un petit personnage comme ça qui va dans ses bras et qui lui dit t'as merdé, mais je t'aime quand même. Voilà, moi je trouve ça magnifique. Je trouve qu'il y a vraiment des très belles relations là-dedans. Et elles se tissent vraiment tout au long de l'histoire. Je trouve pas qu'elles arrivent comme un cheveu sur la soupe. Au contraire, on sent vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de se construire. Et donc, dans ce tome-là, se construit un found family. Excusez-moi, je regarde un petit peu parce que je me suis fait attaquer par un petit chat. Donc là-dedans, on a un found family qui est en train de se construire, se dessiner, et c'est presque trop beau pour être vrai. Vraiment, quand je lisais, je me dis, mais c'est pas possible que ça se passe aussi bien. C'est louche, c'est bizarre. Et en même temps, plus ça se passe bien, plus Kiva est dans la sauce, parce que justement, c'est pas à son avantage que ça se passe bien. On voit qu'on va vers le mur. Il y a des personnages qui sont introduits là-dedans, donc comme je vous dis, qui font fondre votre petit cœur, mais pas parce que ce sont de gros romantiques aux yeux bleus, hein, non, juste parce que les relations sont belles. Et il y a des personnages qui vous font hurler. Vraiment, il y a un personnage, j'avais envie de lui jeter mon livre à la tête, de la baffer. Je trouve qu'elle est odieuse, insupportable, sans cœur. Je déteste ce personnage. En même temps, bah, c'est son rôle, c'est une antagoniste, donc
Voilà. On peut ne pas trop aimer Kiva dans ce tome parce que Kiva fait beaucoup d'erreurs. Elle fait vraiment beaucoup d'erreurs. Si vous n'aimez pas ça, si vous n'aimez pas quand vos héroïnes prennent des décisions pourries, vous allez peut-être tiquer un petit peu là-dessus parce que quand vous êtes face à un dilemme, vous avez un bon choix et un mauvais. Et des fois vous vous rendez pas compte, mais vous allez vers le mauvais choix. Je vous laisse avec une petite photo d'une de mes stories Instagram pour vous montrer à peu près où j'en étais à la fin de cette lecture-là. Donc le tome 3, Blood Traitor, pour moi il apporte une nouvelle dimension à la saga, dans le sens où le tome 1 et le tome 2 font vraiment trilogie basique de young adult. C'est-à-dire, c'est pas ces tomes-là qui me font dire que cette trilogie est un banger. Ils sont très bien, ce sont de très bonnes lectures, mais vous voyez quelques petits clichés de personnages, de situations, de relations, vous tiquez dessus ou pas, ça dépend de votre tolérance à ces choses-là. Moi, j'en ai une très très grande. Donc ça ne m'a absolument pas dérangée, mais ce tome-là, vraiment, il est assez différent. Déjà, je trouve que les thèmes abordés sont beaucoup plus sombres. On a une héroïne qui doit faire face à des addictions qui sont vraiment très très problématiques. Et du coup, c'est extrêmement difficile. Les sujets abordés sont très très bien traités. Je crois que j'avais dit rapidement que là-dedans, on parlait des problèmes de Kiva avec la douleur et de la douleur qu'elle s'inflige pour se pardonner de faire du mal aux autres prisonniers parce qu'elle doit les marquer. Ça, c'était très bien traité là-dedans. Mais alors, là-dedans, les problèmes d'addiction, de dépression, de confiance en soi, mama. Les messages qui sont passés sont très très forts. Encore une fois, moi j'ai l'impression que les messages de cette trilogie, c'est entourez-vous de gens solides et de gens de confiance parce que vous pouvez tout vaincre grâce à ça. Ça peut être des gens très inattendus, voilà, des gens desquels vous n'espériez rien et qui en fait vont être là au bon moment, quand il faut, juste ce qu'il faut, incroyable. Là de ça, dans cette histoire-là, c'est Eva qui va devoir rattraper ses conneries. Vous avez lu le deuxième tome du Pont des Tempêtes, donc La Reine Traîtresse. Il y a quelques similitudes là-dedans, dans les relations sentimentales. C'est extrêmement difficile de parler d'une trilogie et d'un tome 3 sans spoil. J'ai l'impression que la moindre des choses que j'essaie de dire sur les relations de personnages, sur les plot twists, c'est un spoil. C'est pas un exercice facile. Quelques similitudes avec La Reine Traîtresse. Et pour ma part, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux fait. Je trouve que les personnages sont matures et en même temps pas trop parce qu'ils sont quand même censés être assez jeunes. Alors pour ce qui est des complots politiques, donc de l'histoire, là je laisse de côté les personnages, pour ce qui est de l'histoire, je trouve que les plot twists qui nous sont présentés sont très très intéressants. Il y en a certains qu'on voit venir, donc d'autres pas, et en fait tout ne se résout pas là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu toutes les informations dans le 2 et maintenant on va devoir composer avec. Non, là-dedans il se passe des vrais trucs où on se dit bordel, ça ne va jamais s'arrêter, on ne va jamais souffler, nos personnages ne vont jamais s'en sortir, il y a toujours plus. Il leur arrive une tuile, il y en a une deuxième qui arrive, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar là-dedans. Beaucoup d'action, beaucoup de magie. Si vous aimez la magie élémentaire, je crois que je l'ai déjà dit aussi, mais je le redis, là-dedans on la voit beaucoup plus que dans les autres tomes, parce qu'il y a un vrai enjeu autour de la magie. Dans les autres tomes, c'était surtout des dilemmes moraux, des questions de personnages, de relations, etc. Là-dedans, on passe dans l'action, la magie, on élabore des plans et on passe à l'attaque. Bien sûr, le tout couvert par des révélations familiales, relationnelles et tout, qui foutent le bordel. C'est un drama sans nom. C'est vraiment top, c'est hyper prenant, hyper haletant. Je trouve ça plutôt bien écrit. J'ai pas trouvé une plume absolument sublime, mais par contre, j'ai trouvé une vraie capacité à raconter une histoire, à faire monter la tension et à montrer qu'il y a de vrais gros enjeux, quoi. C'est pas une plume lyrique, poétique, machin, vous allez pas avoir des métaphores filées sur l'eau qui vagabonde, mais par contre, les descriptions de combats et descriptions de paysages sont claires, nettes, visuelles, précises, on sait où on est, on sait à quoi ça ressemble. Les scènes de combat ne sont pas brouillons du tout, elles sont très lisibles. Les pages se tournent très facilement parce que c'est un très bon rythme, c'est très prenant et les fins de chapitres, c'est pas toutes des fins à la cliffhanger, machin. Des chapitres qui se terminent et
on souffle un petit peu en même temps qu'il va, parce que la pauvre, elle subit, hein. Donc on souffle en même temps qu'elle, et il y a des fins de chapitre où c'est la tension, et bah il y a une phrase qui va nous mettre en tension et nous donner envie de lire le chapitre d'après. Ne faites pas comme moi, ne les lisez pas tard dans la nuit parce que vous finissez à 2h du mat. Moi c'est ce qui m'est arrivé. Toutes mes stories, comme vous pouvez le voir, sont faites tard le soir. Donc voilà, un tome 3 beaucoup plus mature que les 2 premiers, extrêmement prenant, que ce soit grâce aux scènes d'action ou grâce à l'émotion qu'elle prodigue. Moi j'ai vraiment eu un vrai roller coaster émotionnel avec ça. Je vous le dis, hein, moi je pleure pas beaucoup, pas voire quasiment jamais. Et finalement ça commence à m'arriver de plus en plus, j'ai l'impression, parce que depuis Iron Flame, ça a été chaud. Et j'ai envoyé des messages aux copines pour dire « Ouh là là, ce passage, il me fait monter un truc là, ça va, je tiens, mais c'était chaud. » Puis 2 heures après, tout est tombé, tout a coulé, c'était terrible. C'est pas forcément des déclarations, c'est des situations qui sont terribles et qui sont compréhensibles, et du coup en fait vous ne pouvez que avoir de la compassion, de la sympathie. Et ouais, non, bah ouais, j'ai pleuré sur Blood Traitor. Voilà, je le rajoute à ma liste. Voilà, ça c'était mon avis un petit peu général sur les 3 tomes. J'ai pas envie d'en dire de trop non plus, j'ai pas envie de spoil. Mon avis sur la trilogie en général. Je n'ai trouvé aucun problème de rythme, je sais que ça a été beaucoup reproché, moi je n'en ai pas trouvé. J'ai préféré donc le tome 3, là-dedans je trouve très bon huis clos. Là-dedans, très joli jeu de mots sur le titre, donc une prison dorée. Ça renvoie bien à ce qui se passe dans le premier et au dilemme auquel Kiva est confrontée. J'ai trouvé ça très intelligent, très bien fait. Sans les nouveaux éléments qui sont apportés donnent vraiment de la consistance sans pour autant que le livre souffre de la malédiction du tome 2. Souvent le tome 2 est moins bon que le premier, moins bon que le 3 parce que c'est là-dedans qu'on fait les plans et ensuite dans le tome 3 on a toute l'action. Là c'est pas du tout le cas. Il y a des choses qui se passent là-dedans aussi, quoi. On n'est pas obligé d'attendre le tome 3 pour avoir de l'action ou du dénouement de situation. Et donc là-dedans, tome plus mature, plus intéressant, plus dans l'action et dans la baston magique. Beaucoup trop bien. Il va de soi que je recommande chaudement cette trilogie, je la trouve absolument excellente, elle était géniale. Moi j'ai passé un vrai bon moment de lecture, j'ai trouvé ça très bien. Quelques clichés, rien de dérangeant à mon sens, ça dépend de la tolérance que vous avez là-dedans. Des tropes plutôt intéressants, petites phrases, voilà, si vous êtes féru de citations, vous en avez quelques-unes. Et surtout de très beaux décors. Encore une fois, je pense que ça c'est le genre de saga où les personnages portent la saga à bout de bras. C'est-à-dire que Gil Cage, celui-ci là, le 2, il est pas spécialement incroyable, mais il y a un personnage là-dedans qui fait que ce tome vous fait rêver. Ce personnage est incroyable. De toute façon, les personnages secondaires là-dedans, ils portent le tome à bout de bras, hein, clairement, parce que le tome, il se passe pas des trucs de zinzin, je suppose. C'est pas le truc le plus original de la planète, hein, ce qui se passe là-dedans. Mais les personnages sont tellement cool, bah moi j'y vais à fond et je vous suis. Allez, let's go quoi, on y va. Donc voilà, une très bonne trilogie que je suis contente d'avoir finie. J'en profite pour faire du coup la dernière partie de mon avis. C'est l'intérêt qu'on peut avoir à enchaîner cette trilogie. Comme vous le savez déjà peut-être, moi je n'enchaîne pas mes sagas, je suis plutôt du genre à m'en garder un petit peu pour plus tard, quand j'aime bien. Quelle erreur! Je pense que c'est une vraie erreur et je pense qu'on ne m'y prendra plus. Je pense que si j'ai autant aimé la trilogie Prison Healer, c'est parce que je l'ai enchaînée. Et que du coup j'étais vraiment plongée à fond dedans, vraiment plongée à fond dans l'histoire, et je n'ai pas eu le temps d'aimer d'autres gens, d'autres personnages pendant la lecture de cette trilogie. C'est quand même resté très frais dans ma tête et j'ai envie d'y retourner quoi. J'avais envie de retrouver ce personnage-là en particulier, ce personnage secondaire que j'aime de tout mon cœur encore une fois parce que je le préfère 1000 fois aux 2 personnages principaux. Franchement, j'en avais rien à péter qu'il y en ait un des deux qui meurt, qui ait des problèmes, qui ait des dramas. Non, non, moi il fallait que ce personnage-là soit heureux, reste en vie, enfin vous voyez, de ce genre de truc quoi. Et donc il y a vraiment eu un intérêt émotionnel décuplé en fait, fois 1000, parce que j'ai enchaîné la trilogie. Et je suis pas sûre que si je ne l'avais pas fait, ça aurait été aussi bien. Je me rends compte que les personnes qui m'ont recommandé cette trilogie-là, les copines, elles ont fait pareil en fait, elles ont enchaîné. Et c'était de dinguerie en dinguerie et on est dedans et en fait on ne s'en va pas. Donc je pense que c'est le genre de trilogie qui gagnerait à être enchaînée en fait. Voilà, tout simplement. Et moi je pense que je vais arrêter de laisser traîner mes sagas. Je clôture ce vlog. Et si vous voulez tout savoir, j'ai déjà fait mon planning. Je termine mes sagas en cours. Voilà, c'est tout. Parce que je veux que des lectures comme ça. Je veux que des lectures aussi émouvantes et aussi prenantes dans ma vie de lectrice. Et si pour ça, et ben en fait,
La technique, c'est de s'investir dans ces sagas et de les enchaîner, mais je signe tous les jours. Si c'est pour que le résultat ce soit celui-là, là, moi je signe tous les jours pour enchaîner mes sagas. J'arrête de commencer des tomes 1 tant que j'ai pas terminé mes autres sagas. Impossible. C'était beaucoup trop bien. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce vlog sur la trilogie Prison Healer. Je suis contente de l'avoir vlogué parce que je me dis que ça me fera un souvenir de cette lecture absolument géniale. J'ai tellement aimé cette lecture, j'en ai fait donc des stories à la une. J'ai écouté beaucoup de musique aussi pendant cette lecture. Je fais, tiens, une petite parenthèse avant la clôture. Pendant cette lecture-là, j'ai écouté de la musique. Je sais que pas beaucoup de personnes aiment, on avait fait un petit sondage sur Instagram d'ailleurs, je sais que beaucoup de personnes préfèrent lire en silence. Eh bien sachez que si vous aimez lire en musique, j'ai saoulé tout le monde avec ça sur Instagram, je vous recommande extrêmement chaudement les Métamorphoses de Philip Glass. C'est avec ça que j'ai lu les livres et vraiment ça m'a mis à fond dedans. Je trouve que cette composition musicale sied parfaitement à la trilogie. Voilà. Donc comme je disais, on va clôturer ce vlog. J'espère que ça vous a plu. C'est la première fois que je faisais un vlog comme ça, aussi long, sur plusieurs jours, sur une trilogie. J'avais vraiment envie d'essayer de le faire. J'espère que c'était bien, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. J'espère que ça pourra vous donner envie surtout de découvrir cette super trilogie. Et n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres parce que je trouve que l'exercice est très sympa et si ça vous a plu, eh ben, j'aimerais beaucoup refaire ce type de vlog là. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire du coup si vous allez l'acheter ou pas cette trilogie. Moi je veux savoir. Je veux savoir, j'ai déjà reçu des DM Instagram où on me dit c'est bon j'ai pris la trilogie, j'étais genre ouais. J'étais trop contente, mission accomplie. En tout cas, je vous remercie encore très très fort de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, des bisous. Look at your car and you'll need to kiss me. We'll talk for hours and light on the bed.